Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Carlita Crypto et c'est la partie 2 de l'alphabet, donc des cryptos de A à Z. La partie 2 va être un peu plus dure que la partie 1. En tout cas, peut-être que vous connaîtrez, si vous êtes dans la crypto, moins de mots que ce que vous aviez vu dans la partie 1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de mots vous connaissez déjà ou combien de mots vous avez appris avec cette vidéo. Et puis on commence et ne vous inquiétez pas, il y aura une partie 3. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, la partie 3, ce sera très compliqué. Et d'ailleurs, même la partie 3, j'hésite à la faire en 2 parties, puisqu'elle est hyper dense et c'est vraiment des mots un peu plus techniques. Et on commence avec le A de airdrop. Et non, le A de airdrop, ce n'est pas pour partager des fichiers via un iPhone, mais plutôt pour recevoir un airdrop. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une pratique qui va consister à distribuer gratuitement une crypto à un tiers, donc à des gens ou à une organisation, et en contrepartie, pour recevoir l'airdrop, le bénéficiaire doit respecter certains engagements. Ça diffère d'un projet à l'autre, ça peut être l'adhésion à des groupes, etc., l'utilisation d'un protocole, etc. Et en fait, l'intérêt d'un airdrop pour le projet, c'est quoi? C'est une opération de communication. Si vous voulez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est comme quand on pêche, on met un appât sur l'hameçon. Là, c'est un peu pareil. C'est les projets qui vont pêcher, mais c'est pas mal parce que l'airdrop, ça va vous permettre à vous, si vous commencez dans la crypto, de tester des protocoles et de vraiment être dans la crypto. Et puis, ça va permettre au projet de faire tout un tas de communication. On avance et maintenant, le B pour bloc Genesis. Alors, Genesis bloc ou le bloc de Genèse en français, je sais pas si vous connaissiez, mais c'est une expression qui fait référence à la Genèse biblique, on va dire de base, racontant la création du monde par Dieu. Mais dans notre cas, ça va s'appliquer à la création d'une nouvelle crypto. Et en fait, le Genesis block, c'est le nom qui est donné au tout premier bloc qui est créé sur une blockchain donnée. Et il a la particularité de ne pas être précédé par aucun autre bloc du tout. C'est vraiment le tout premier. On passe au C. C comme consensus. Le consensus, c'est un concept clé dans le fonctionnement des systèmes décentralisés et donc, bien sûr, dans les cryptos et dans la blockchain, puisque en général, c'est l'accord, on va dire, généralisé des participants sur l'état actuel du réseau et sur les transactions qui ont été validées, qui vont être ajoutées à la chaîne de blocs. Et le consensus, il est vraiment essentiel pour garantir que tous les nœuds du réseau partagent les mêmes informations. Donc, quand vous dites consensus, c'est vraiment que vous êtes tous ensemble et tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, on appelle des mécanismes de consensus. Il y a plusieurs mécanismes de consensus. Vous en connaissez très certainement, comme le Proof of Work qui est celui de Bitcoin ou le Proof of Stake qui est celui maintenant de Ethereum, le Proof of Authority, Proof of Stake of Authority ou Proof of Authority aussi qu'utilise Binance, il y a le Delegate Proof of Stake, etc. On passe au D, D comme DAO. Alors DAO, c'est une organisation autonome décentralisée, donc normalement c'est fondé sur une blockchain et c'est régi par un ensemble de règles qui ont été prédéfinies par un système de smart contract. En fait, c'est une entité qui fonctionne grâce à un programme informatique qui fournit des règles simples de gouvernance et donc tout est, on va dire, automatisé autour d'une communauté et la DAO se distingue par différentes manières puisqu'elle ne peut pas être, par exemple, arrêtée ou fermée contrairement à une entreprise et personne ne peut la contrôler, on va dire, toute seule, enfin, en théorie. On passe au E, E comme étoile du soir et alors là, on pourrait appeler quelques traders pour nous expliquer, mais l'étoile du soir, c'est une figure chartiste qui annonce un retournement de sommet, c'est-à-dire un retournement baissier et l'étoile du soir, elle est formée par 3 petites bougies distinctes. La première bougie qui est haussière, qui a un grand corps. La seconde peut être haussière ou baissière et qui forme un gap, on va dire, haussier. Et puis la troisième bougie qui est baissière avec un grand corps et elle revient à l'intérieur du corps de la première bougie. La première bougie étant haussière, elle montre que c'est bien le mouvement acheteur qui contrôle le marché. La seconde bougie, elle montre le retournement de tendance et en effet, le petit corps de la bougie montre un essoufflement de la tendance et la troisième bougie, elle fait que valider le retournement de tendance à la baisse. Voilà, on passe au F, donc le F du mot flip, donc le mot flip en français retourner ou retournement, en fait le flip va représenter le renversement d'une position, la stratégie de retournement dans de nombreux domaines au niveau de placement financier. Donc en bourse par exemple, un flip c'est un passage rapide d'une position acheteur à une position vendeur, c'est une technique d'investissement, mais pour nous, dans le monde de la crypto, le flip, on en parle surtout pour les NFT. En fait, le flip revient à vendre rapidement, enfin à
revendre rapidement des NFT en cherchant à faire des profits. Donc vous achetez un NFT, vous attendez quelques minutes, quelques secondes et vous le flippez, donc vous le revendez plus cher que ce que vous l'avez acheté et vous empochez le gain. On passe au G. Donc G, c'est gap. C'est en fait une des figures les plus courantes en analyse technique. Il faut savoir qu'un gap n'apparaît que sur des graphiques en barre ou avec des bougies, puisque les gaps, ils vont apparaître lorsqu'un actif n'est pas coté en continu. Comme en bourse, par exemple. Vous savez, la bourse, elle ferme, et donc le gap, il va représenter l'écart entre le prix de l'actif à la clôture du marché et le prix de l'actif à l'ouverture, la prochaine ouverture du marché. Et il existe d'autres formes de gap qu'on peut retrouver aussi sur des graphiques, mais voilà, le plus commun, c'est celui que je vous ai expliqué. Après, il y a, je crois, gap de rupture, gap de continuation, etc. Le H comme le halving, et c'est bientôt. Non, quand même pas tout de suite, mais bientôt quand même. Le halving, c'est un mécanisme interne à la blockchain Bitcoin qui réduit de moitié la récompense accordée aux mineurs pour qu'ils valident chaque bloc. Bien que le résultat final soit un peu difficile à prévoir, les deux halvings ont montré quand même, on va dire, des changements importants pour le marché des cryptos, puisque après les halvings, on voit une hausse du marché. Mais bon, on verra. Normalement, le prochain halving, je crois que c'est mars, avril ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, je vous le mettrai là à l'écran. Le I comme impermanent loss, donc l'impermanent loss, c'est un phénomène qui est bien spécifique à la DeFi, aux pools de liquidité des exchanges décentralisés. En gros, c'est des pools de liquidité qui sont des protocoles décentralisés qui vont permettre aux utilisateurs de fournir des fonds pour soutenir les liquidités sur des plateformes, sur les DEX en gros. Et l'impermanent loss se produit lorsque en fait on a une immobilisation de deux cryptoactifs sur une certaine période et que sur cette immobilisation on crée une paire de deux tokens avec un ratio 50-50, et si l'un des deux actifs il voit son cours baisser, ça peut résulter d'une perte, donc d'un loss en capital. Ça peut aussi se produire quand même si un des tokens voit son cours monter, et il y a une notion ici qui est importante à maîtriser, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais si vous n'avez pas très bien compris, puisqu'ici je dois aller vite puisqu'on a encore beaucoup de lettres, je vous mets ici, en description, je vous mets un trade que j'ai fait sur l'impermanent loss qui est vraiment très expliqué. J comme Joseph Poon. Alors, qui est Joseph Poon? Alors, Joseph Poon, c'est un informaticien, c'est un entrepreneur singapourien de renom dans le domaine de la crypto. Il est connu pour être le co-créateur de la technologie de Layer 2 qui est appelée Lightning Network. Si vous vous rappelez pas, en gros, le Lightning Network, c'est une technologie de paiement Bitcoin conçue pour résoudre tous les problèmes de scalabilité, de coûts élevés des transactions, etc. de la blockchain Bitcoin. Et en dehors de son travail pour Lightning, Joseph Poon était également reconnu pour de nombreuses contributions sur la confidentialité et sur la sécurité. On passe au K, donc K comme Keystore File. Alors, c'est un fichier Keystore, en fait, qui est parfois appelé d'ailleurs aussi fichier UTC dans Ethereum. C'est une version cryptée de votre clé privée. Et ils sont générés à l'aide de la clé privée et d'un mot de passe que vous utilisez pour la crypter. Et si vous ouvrez votre fichier, en fait, Keystore dans un éditeur de texte, ça contient plein de données relatives au cryptage, etc. Et ce fichier, c'est la version, en fait, chiffrée de votre clé privée, mais vous pouvez pas la déchiffrer. Le L comme lock time. Alors, le mot lock time signifie temps de verrouillage en français et ça correspond à une partie d'une transaction qui indiquera l'heure lorsque cette transaction sera ajoutée à la chaîne de blocs. Donc en fait, en crypto, time lock ou lock time, c'est un mécanisme de restriction intégré aux transactions cryptographiques qui définit en fait un temps réel ou une hauteur de bloc pour confirmer une transaction sur le réseau de la blockchain. C'est une fonctionnalité. En gros, vous cassez pas la tête si vous n'avez pas compris, c'est une fonctionnalité qui va permettre de programmer des transactions. Voilà, c'est comme une sorte de contrat intelligent qui va empêcher totalement ou partiellement les mineurs de confirmer la transaction jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. J'essaye d'expliquer simplement, mais c'est des termes qui sont assez compliqués. M comme masternode. Alors j'espère que vous avez vu la vidéo de moi et de Monsieur TK Mining, sinon allez la voir, je vous l'affiche juste ici. Mais masternode, en fait, c'est pendant le consensus de la preuve d'enjeu, donc le proof of stake, on se base sur le dépôt d'une caution d'une crypto en garantie. Donc en fait, on se base aussi sur le staking, donc sur la caution en crypto qu'on met, plutôt que sur un truc mathématique comme le proof of work. Et cette méthode de consensus, elle utilise les masternodes, on dit nœuds maîtres aussi en français, et ces nœuds, ils vont produire, ils vont pas produire justement les blocs, mais ils vont vérifier la validité et la légitimité des transactions qui sont postées par les autres nœuds. Voilà, je vais pas vous expliquer plus, je vous mets un schéma et je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo que j'avais fait avec Monsieur TK, puisque là on l'explique vraiment bien et ça vous aidera à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que les masternodes,
de la différence, etc. On va passer au N comme NFT, donc qui est l'acronyme de Non-Fungible Token en anglais, qui se traduit littéralement par jeton non fongible. Je suppose que vous savez ce que c'est un NFT, mais pour ceux qui ne savent pas, je le répète quand même, c'est une forme de token numérique qui va représenter la propriété unique d'un actif ou d'un objet numérique spécifique, des œuvres d'art, des vidéos, des morceaux de musique, des jeux, des articles de collection virtuelle, tout ce que vous voulez. Et donc non fongible, en fait, c'est, si vous voulez, non interchangeable. Vous savez, par exemple, si je vous donne une pièce de 1 euro contre une pièce de 1 euro, ça vaut toujours 1 euro. Mais il y a des choses, si je vous donne la Joconde, vous ne pouvez pas me l'échanger contre un autre la Joconde puisque c'est non fongible. Donc ça, c'est dans la réalité. Et dans le virtuel, c'est les NFT. On va passer au suivant. Et le suivant, on est à O, donc OTC. Et dans le contexte des cryptos, OTC, ça veut dire over the counter, de gré à gré en français. Et donc, c'est couramment utilisé pour décrire un type de transaction dans lequel l'achat et la vente de crypto sont effectués directement entre deux parties sans passer par un exchange. On négocie les prix en dehors des plateformes d'exchange et on s'échange l'actif. Donc, ça se fait souvent soit avec des gens qui présentent des personnes, soit très utilisé par des investisseurs institutionnels, des grandes entreprises, des fonds d'investissement particuliers, etc. Et puis après, vous pouvez le faire avec un ami. Par exemple, vous voulez vendre votre bitcoin et lui veut rentrer en bitcoin et vous voulez pas passer par tout ce qui est exchange, etc. Alors, vous pouvez négocier directement avec lui dire voilà, je t'envoie ça, mais il faut que ce soit quand même quelqu'un de confiance puisque il faut que il vous envoie les fonds, etc. P comme proof of stake. Proof of stake, c'est un mécanisme de consensus et je vous ai déjà expliqué ce que c'était le consensus. Donc en fait, la validation des transactions et la création des blocs dépendent dans ce mécanisme-là de la détention de la monnaie, donc du stake, plutôt que de la puissance de calcul comme dans le proof of work. Et donc vous avez comme exemple Ethereum, Tezos, etc. Beaucoup de blockchains sont basés sur le mécanisme vraiment de consensus du proof of stake. Q comme Quorum. Donc Quorum, c'est une plateforme de blockchain privée qui a été créée par JP Morgan Chase pour les entreprises et les institutions financières. C'est pas une crypto-monnaie, mais c'est vraiment un réseau de blockchain privé. C'est un protocole open source qui est d'ailleurs dérivé de Ethereum et d'ailleurs il a été spécialement conçu pour être utilisé dans un réseau blockchain privé où un seul membre possède tous les nœuds et où dans le réseau, dans un réseau de blockchain de consortium où plusieurs membres possèdent chacun une partie du réseau et ils ont gardé les bases, on va dire, principales spécificités de l'Ether. Et le quorum, il a tout de même ajouté la création de réseaux privés, la confidentialité des échanges et un haut débit de transactions. R comme range. Range a une période de temps pendant laquelle le prix d'une crypto-monnaie ou d'un actif numérique évolue généralement à l'intérieur d'une fourchette de prix spécifique. Donc vous voyez, des fois quand on range, ça veut dire que le cours fait ça, en fait, il évolue vraiment dans toujours la même fourchette de prix et cette fourchette, elle est définie en général par un niveau de support en bas et un niveau de résistance en haut. Voilà, donc ça c'est pour range et en fait on a des traders, des analystes qui suivent souvent les ranges pour essayer de prédire, par exemple, si ça casse le range, ça veut dire que ça va monter ou en fait des fois c'est faux, ça va redescendre. Bref, je ne suis pas tradeuse, mais vous savez maintenant ce que c'est que le range. S comme security token et vous en avez très certainement beaucoup entendu parler. Un security token, c'est également appelé un jeton de sécurité en français et c'est un jeton numérique qui est émis sur une blockchain qui représente la propriété ou les droits sur des actifs traditionnels tels que des actions, des obligations, des fonds en commun de placement, de l'immobilier, des matières premières, tout type en fait d'actifs financiers. Et contrairement aux crypto-monnaies classiques comme Bitcoin et Ethereum qui sont souvent utilisées comme des moyens d'échange de stockage, les security tokens, eux, ils sont conçus pour être conformes aux réglementations financières et aux lois sur les valeurs mobilières. Ça signifie qu'ils sont soumis à des règles qui sont vraiment très très strictes en matière de conformité, d'émission et de négociation. D'ailleurs, je vous invite à lire, je mettrai dans la description le e-book qu'ils avaient fait Hawk Invest à l'époque où ils parlaient de Gary Gensler et de est-ce que Bitcoin, Ethereum sont des securities, etc. Bref, le débat est très intéressant. Donc, je vous mettrai les e-books pour un peu comprendre qui est Gary Gensler et aussi, ils expliquent vraiment dedans les securities, les utilities, etc. et le débat qu'il y a autour de ça. Le T comme tokenomics, la tokenomics, c'est un terme qui combine les mots token et les mots économie. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. En fait, c'est à référence à toute l'économie qui va concerner un token, un jeton. Et c'est essentiel, en fait, le concept pour comprendre comment fonctionne un token, comment est-ce qu'il est créé, comment est-ce qu'il est distribué, comment est-ce qu'il est utilisé, valorisé au sein de l'écosystème, etc. On peut comprendre la distribution, l'inflation du token, est-ce qu'il est inflationniste, est-ce qu'il est déflationniste, la gouvernance, etc. Et un bon projet avec une mauvaise tokenomics, des
fois, ça peut être vraiment un très mauvais investissement. On passe au U. U comme Uniswap. Donc Uniswap, c'est un protocole financier que vous connaissez très certainement, qui est décentralisé. Donc c'est un protocole de DeFi qui est basé sur la blockchain Ethereum et qui va permettre de swap des cryptos sans avoir besoin d'une plateforme d'exchange centralisée. Donc en gros, au lieu de passer par Binance, vous allez sur Uniswap et c'est un système automatisé de fournisseurs de liquidités et de trading peer-to-peer qui vont utiliser des smart contracts. On dit souvent AMM, c'est pour Automated Market Maker. Et donc, je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne Uniswap dans cette vidéo, mais sachez que voilà, il y a aussi une notion de pool de liquidité. Je vous laisserai creuser pour en savoir plus. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui utilisent Uniswap. Vous avez aussi OneInch qui est très connu. Vous avez PancakeSwap, etc. V comme volume profile, donc volume profile ou profil de volume en français, et une technique d'analyse utilisée dans tout ce qui est trading. Cette méthode, elle est souvent utilisée en conjonction pour tout ce qui est analyse graphique et de prix pour avoir une meilleure compréhension du marché. Tout ça, c'est pour tout ce qui est volume profile. Après, on arrive au W. Donc W, ça veut dire whale. Dans le domaine des crypto-monnaies et du trading, le terme whale, donc baleine en français, désigne un individu qui détient vraiment beaucoup de crypto-monnaies. Donc lorsqu'une baleine achète ou vend une grande quantité de crypto, ça peut entraîner des fluctuations qui sont importantes sur le prix de la crypto. D'ailleurs, il y a un compte sur Twitter qui s'appelle Whale Alert. Vous pouvez suivre comme ça le mouvement des whales puisqu'elles font des transactions qui sont vraiment massives et qui créent de la volatilité, des prix qui s'envolent soudainement. X comme XML, j'avais pas de mot crypto, mais vu qu'on est là pour la tech, le terme XML, c'est un langage qui est utilisé en informatique qui consiste à l'utilisation de balises, c'est-à-dire des zones de texte entre des signes, vous savez, comme ça et comme ça, qui permettent en fait de donner des caractéristiques au contenu sur Internet. Donc, en fait, le langage XML, il permet de faire apparaître du texte, par exemple, en gras. Y comme yield farming. Donc, yield farming, c'est une méthode pour gagner des récompenses et des intérêts dans la crypto, dans une pool et avec d'autres utilisateurs. Et les fonds collectés sont souvent utilisés pour faire fonctionner des smart contracts tels que le lending, le prêt de crypto-monnaie, qui va générer des intérêts en retour, etc. Et je vous laisserai aller creuser puisque j'avais fait tout un thread sur le sujet du yield farming. Donc Z pour ZK Rollup. Donc les rollups, ça veut dire enrouler. En fait, on va rassembler les transactions d'une seule et même chaîne et on va les enrouler pour faire une transaction. Et cette transaction, elle va générer une preuve cryptographique qu'on va appeler SNARK. Et en gros, ils vont envoyer seulement les data en fait à la main chain, donc à Ethereum, et l'exécution, elle est faite à part. En gros, pour simplifier, c'est comme si je devais vous envoyer une centaine de photos à un téléphone via un long processus de mail où je mettais chacune des photos. Et au lieu de faire ça, je mets tout et j'envoie un seul lien de Drive. Et dedans ce Drive, il y a toutes les photos. Donc sur Ethereum, une transaction prend à peu près 100 octets, alors que dans un rollup, elle prend 10 octets. C'est un processus de compression hors chaîne qui va compresser les datas, simplifier les frais de grèce. Et puis, en fait, la solution, elle est compatible avec la machine Ethereum et c'est ça qui est vraiment très important. Et on a plusieurs exemples de ZK Rollup, comme Starkware, qui est une entreprise qui développe des rollups. Et ZK, ça veut dire Zero Knowledge. En fait, le Layer 2 va exécuter plusieurs transactions, puis il va donner le résultat sous la forme d'une seule transaction à la blockchain Ethereum avec une preuve de validité qu'on va appeler Zero Knowledge Proof, qui est aussi appelée ZK Snark, donc qui est la preuve de validité qui prouve à Ethereum que les transactions sont bien valides sans avoir besoin de regarder toutes les transactions. Et du coup, ça a certains avantages comme la rapidité, les frais de transaction sont plus bas. Et par contre, il y a des inconvénients puisque c'est complexe quand même à mettre en œuvre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette partie 2 sur l'alphabet de la crypto. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Alors, j'ai été très rapide puisque il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet et donc je dois être assez concise pour pas faire des vidéos trop longues. J'espère que vous avez quand même appris des trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien est-ce que vous avez trouvé, combien est-ce que vous connaissiez de mots et combien est-ce que vous en avez découvert. Et je vous dis à bientôt pour une partie encore plus difficile, la partie 3. C'était Carlita Crypto.